C'est en observant l'industrie britannique contemporaine et ses conditions de travail, ainsi qu'en s'appuyant sur les précédents théoriciens de l'économie politique, tels que David Ricardo ou Adam Smith, et en les critiquant, que Karl Marx entend démontrer la nature réelle du capitalisme et mettre l'accent sur les contradictions internes de ce système. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder l'une des pensées majeures de l'économie politique. Nous allons parler de Karl Marx. Notons que Karl Marx est un philosophe à multiples casquettes. Parce que Karl Marx, c'est aussi un historien, sociologue, économiste, journaliste, théoricien de la Révolution. C'est aussi un socialiste et un communiste prussien. Je me réfère à la Prusse, c'est-à-dire ce vaste territoire d'antan qui aujourd'hui serait l'Allemagne. Karl Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves, dans le Grand-Duché du Bas-Rhin, et mort le 14 mars 1883 à Londres. Il a écrit plusieurs œuvres, et ses œuvres principales sont Manifeste du Parti communiste et Das Kapital, qui veut dire le capital en allemand. J'espère que beaucoup parmi vous ont lu cet ouvrage ou alors ont entendu parler de cet ouvrage. D'ailleurs, c'est une référence quand on parle du marxisme. Aujourd'hui, je vais vous parler du capitalisme selon Karl Marx. Karl Marx a produit l'analyse majeure du capitalisme. D'ailleurs, en écrivant Le Capital, il aurait même inventé le mot capitalisme en lui conférant une connotation péjorative. Karl Marx définit le capitalisme comme le système économique fondé sur un principe injuste, c'est-à-dire la propriété privée du capital, plus précisément les machines. Il s'agit bien de son époque. En fait, Karl Marx plaide pour la mise en commun des biens de production, soit la mesure fondatrice du communisme, qui serait le seul moyen de rétablir une stricte égalité entre les hommes. Nous voyons que le capitalisme résulte de l'évolution historique des modes de production. Après un communisme tribal primitif, la société a connu une succession de modes de production, définis par les conditions techniques d'exploitation de la nature et par une certaine division du travail. Marx affirme en effet que l'histoire est travaillée par le conflit fondamental entre le mode de production et les rapports de production, c'est-à-dire hommes libres et esclaves, patriciens et plébéiens, barons et serfs, maîtres de Gironde et compagnons, bref, oppresseurs et opprimés, en opposition constante, ont mené une lutte ininterrompue, en quelque sorte la grande lutte du Parti communiste. Par ailleurs, les grandes étapes de la production matérielle sont les modes de production tribales, basés sur la propriété communautaire. Nous avons aussi la production antique, basée sur la propriété collective. Également, nous avons la production féodale, basée sur la propriété par ordre dans les campagnes et corporative en ville. Et enfin, les modes bourgeois, basés sur la propriété mobilière et le salariat. N'oublions pas que les bourgeois, ou alors la bourgeoisie, étaient les grands patrons du salariat. Historiquement, la bourgeoisie capitaliste est apparue avec l'arrivée des paysans du Moyen Âge à la ville pour échapper au servage. Les grandes découvertes du XVIe siècle
lui ont donné un champ d'action nouveau. Et les besoins nés des nouveaux marchés ont conduit à une nouvelle division du travail, c'est-à-dire la manufacture. Les marchés grandissant toujours, la grande industrie et la bourgeoisie moderne, propres au capitalisme dont était contemporain Karl Marx, sont apparus, puis se sont renforcés grâce au développement du commerce. Pour Marx, le capitalisme est l'exploitation du prolétariat par la bourgeoisie. Le capitalisme moderne est l'œuvre de la bourgeoisie. En effet, cette classe dominante a vraiment révolutionné le système. Ayant détruit le monde féodal, la bourgeoisie a développé les mœurs marchandes, ce qui a abouti à substituer aux rapports sociaux traditionnels, qui étaient essentiellement des rapports entre personnes et des rapports entre choses. Nous voyons que la bourgeoisie a également introduit l'efficacité économique et a même mondialisé l'économie. D'une part, le mode de production a conduit à un transvasement des populations de la campagne à la ville. D'autre part, la bourgeoisie a donné un caractère essentiellement cosmopolite à la production et à la consommation, forçant ainsi toutes les nations d'adopter le style de production bourgeois. Ceci revient à dire que tous les liens complexes et variés qui unissent l'homme féodal à des supérieurs naturels, c'est-à-dire la bourgeoisie, les a brisés sans pitié pour ne laisser subsister d'autres liens entre les hommes que le froid intérêt des dures exigences du paiement au comptant. En réalité, les prolétaires sont les grands perdants de la révolution bourgeoise, car ayant quitté le petit atelier du maître artisan patriarcal, leur travail a perdu tout attrait dans le capitalisme industriel à cause du développement du machinisme et de la parcellisation des tâches. Nous voyons que le prolétaire est de moins en moins bien payé et de plus en plus pénible en raison de l'augmentation continue des temps et des cadences de travail. Le capitalisme prospère sur l'exploitation du prolétaire. Marx le caractérise par le vol pur et simple de la valeur trayée par le travail du prolétaire. Dans sa perspective à lui, pour Marx, le capitaliste qui ne travaille pas la matière ne travaille pas du tout. Son profit est donc égal à la différence entre la valeur trayée par le travail et la valeur payée au travail, laquelle tend vers un plancher qui est le salaire de subsistance. Et comme si cela ne suffisait pas, après vient pour le capitaliste ce qu'on appelle la plus-value ou simplement sa plus-value, c'est-à-dire cette partie de la valeur totale de la marchandise où est incorporé le surtravail et le travail impayé de l'ouvrier. Voilà ce que j'appelle le profit. En fait, le capitaliste prospère plus précisément dans un circuit argent, marchandise, argent, où la marchandise est le simple intermédiaire de la spéculation financière, et non dans un circuit où l'argent serait l'intermédiaire d'échanges concrets de marchandises. C'est cependant cette inhérente cupidité qui va causer la perte du capitalisme, voué selon Karl Marx à connaître des crises et finalement à disparaître. Cette providence s'explique par le mécanisme de la baisse tendancielle du taux de profit. Ceci veut dire que l'investissement croissant dans le capital fixe, c'est-à-dire précisément les machines, équipements, brevets et tout ce qui va dans ce sens, ne permet plus aux capitalistes d'extorquer aux prolétaires la valeur de son travail.
Et paradoxalement, Karl Marx a aussi appelé de ses vœux un processus révolutionnaire qui renverserait le capitalisme et établirait la suprématie politique du prolétariat. Évidemment, la suprématie politique du prolétariat s'est bel et bien manifestée dans l'histoire. D'ailleurs, elle sera l'objet de l'une de mes prochaines vidéos. En fait, il s'agit d'un petit homme, pour ne pas dire un bout d'homme, qui marqua l'histoire de l'humanité en faisant de la révolution son métier. Pour conclure, retenons que Karl Marx considérait lui-même son ouvrage, Le Capital, comme étant certainement le plus redoutable missile qui ait été lancé à la tête de la bourgeoisie. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et j'espère que ce contenu vous a plu. Alors, si tel est le cas, n'hésitez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne et de partager la vidéo pour soutenir mon travail.